Merci à tous d'être venus à cette conférence qui porte sur le bilan de compétences. Donc on va alterner ma collègue et moi au niveau de la présentation qui a été préparée. Et évidemment l'objectif, ce sera de répondre aux questions, à toutes les questions que vous avez. Donc ne restez pas avec une question. Alors peut-être qu'on va dérouler au niveau du PowerPoint. Et si vous avez des questions auxquelles on n'aurait pas répondu à la fin, on vous proposera de revenir dessus, de nous les poser. Alors, on est désolé parce que c'est très bruyant, mais voilà. Donc je commence par me présenter. Je suis Christine Sellier, je suis consultante au CIBC depuis 4 ans, consultante psychologue du travail, et je suis en partie sur l'activité bilan de compétences. Voilà. Donc moi je suis Monique Gagnin, je suis également consultant RH. Je suis arrivée le même jour que Christine au CIBC d'Irlande, et effectivement j'ai des casquettes au CIBC, je fais le bilan des compétences et j'interviens aussi sur la mission des conseils en évolution professionnelle. Donc, on va laisser aux personnes le temps de s'asseoir et on va démarrer. Donc avant de commencer, on aimerait bien vous poser 2-3 questions sur le bilan des compétences. Qu'est-ce que ça vous évoque, un bilan des compétences? À quoi ça vous fait penser? Qui veut s'élancer? J'ai bien un GPS. D'autres choses? GPS, donc aide à l'orientation, c'est ça que vous voulez dire, monsieur? Est-ce que certains d'entre vous connaissent dans leur entourage des personnes qui en ont déjà fait? On vous en a parlé et on vous l'a conseillé, c'est ça? Vous en avez fait un il y a 20 ans. Alors en effet, le bilan de compétences, c'est quelque chose qu'on peut être amené à faire plusieurs fois dans sa vie parce que notre situation change, évidemment notre parcours, eh bien il se cumule des différentes expériences que l'on a, et effectivement ça peut avoir du sens d'en faire plusieurs. Alors à 2 ans d'intervalle, c'est pas forcément très pertinent, mais par contre effectivement tous les 10 ans, pourquoi pas. Donc une autre question, parce que moi j'ai vu certaines personnes qui sont venues solliciter CIBC dans notre stand, qui ont demandé en quoi consiste les bilans, mais avant ça, quelle interrogation vous avez par rapport à cet accompagnement personnalisé? Qu'est-ce qui fait que vous réfléchissez sur un bilan de compétences? La finalité, donc on va en parler. Quoi d'autre? Quelle autre interrogation, madame? Au départ, il y a une insatisfaction de la situation actuelle. Donc le moment déclencheur, on va dire. Une insatisfaction, et donc du coup répondre à cette insatisfaction et voir plus clair pour s'orienter peut-être différemment. Vous êtes... Ah, il y a une dame, allez-y. Reconversion professionnelle. Okay. Donc réfléchir sur une nouvelle piste, changer la voie professionnelle, prendre un départ ou virage à 180. Ok. D'autres choses? Ouais, donc on peut commencer. Donc effectivement, simplement pour vous dire que nous, on va recadrer un petit peu durant cette présentation qu'est-ce qui c'est un bilan des compétences et qu'est-ce qui prévoit un cadre. Quelles sont les phases? On va vous parler des cadres un peu historiques, où effectivement comment ça a évolué depuis des années, mais également on va vous rentrer un peu plus dans les vifs des sujets sur des phases qui sont définies par les codes du travail et la durée d'un bilan. Alors par rapport à ce qu'on évoquait juste un instant, effectivement, le bilan de compétences peut répondre à plusieurs interrogations. Il peut être effectivement un outil d'aide à l'orientation, comme le disait monsieur, donc un GPS. Il peut venir en réponse à des interrogations ou un mal-être au travail, des choses qui ne vont plus comme on le souhaiterait. Il peut permettre une réorientation professionnelle, et là il y a un peu tous les degrés, c'est-à-dire que vous pouvez souhaiter évoluer en interne dans votre entreprise, mais ne pas savoir comment évoluer, ne pas savoir comment vous orienter. Quand on est dans une petite entreprise, on n'a pas nécessairement de service RH en mesure de vous accompagner par rapport à ces interrogations-là.
Et après, on peut aller jusqu'à effectivement un changement de métier et donc une reconversion à proprement parler. Un bilan, il peut être fait également par rapport à des objectifs, par exemple en lien avec le fait de prendre des fonctions managériales. Voilà. On souhaite évoluer par rapport à des fonctions managériales, on n'y voit pas clair, on ne sait pas si on a ce souhait, mais on ne sait pas si on a les compétences pour, ou en tout cas les aptitudes requises. Eh bien, un bilan peut être là pour déterminer un certain nombre de choses par rapport à ça, pour clarifier la situation. Mais aussi, parfois, on a des personnes qui ont des problèmes de santé aussi, qui effectivement, ils ont un risque d'inaptitude, donc effectivement, ils vont anticiper un peu leur reclassement, ils veulent réfléchir dans cette situation quand même subite par la problématique de santé, de voir qu'est-ce qui peut être adapté, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, etc. Parce qu'effectivement, quand Christine elle vous a expliqué chaque accompagnement et chaque demande, il va être individualisé et personnalisé en fonction des contextes que vous allez nous présenter. Alors, un peu d'histoire. Il y a eu dans un premier temps une expérimentation qui a été faite dans les années 80 autour du bilan de compétences. Donc une expérimentation décidée par le ministère du Travail, voilà, donc qui s'est formalisée avec la circulaire du 14 juin 89, qui prévoit dans chaque département la création d'un centre interinstitutionnel de bilan de compétences. Donc c'est ce que signifie l'acronyme de notre structure. CIBC, c'est Centre interinstitutionnel de bilan de compétences. Donc ça dit l'origine et le fondement un peu réglementaire qui a été à l'origine de la création de cette structure. Et l'objectif du ministère du Travail, c'était de créer un maillage territorial, c'est-à-dire de donner la possibilité à tous les professionnels sur le territoire d'être accompagnés dans sa réflexion sur le projet. Donc d'où la création d'un CIBC par département. Et c'est encore le cas aujourd'hui, plus ou moins. Il y a plus ou moins un CIBC par département en France métropolitaine. Voilà. Je crois qu'il doit y avoir une ou deux exceptions, l'une étant l'Île-de-France et je ne sais plus exactement, mais globalement, voilà. Donc un maillage territorial pour répondre à cette demande qui avait été identifiée par le ministère du Travail. En décembre 91, donc le bilan de compétences est inscrit dans le Code du travail comme étant un droit pour tous les salariés et demandeurs d'emploi d'être accompagnés dans la réflexion sur le projet, avec une durée maximale prévue de 24 heures. Donc on est évidemment toujours sous le coup de cette loi, donc on ne peut pas vous proposer plus de 24 heures pour un bilan de compétences, et avec 3 phases qui ont été identifiées, qui sont toujours celles que l'on pratique actuellement, une phase préliminaire, une phase d'investigation et une phase de conclusion. Donc on va rentrer dans le détail de ces différentes phases. Est-ce qu'à ce stade vous avez déjà des questions ? Pas de questions. Donc, comme Christine a évoqué, bilan des compétences, il est inscrit dans les cadres du travail et effectivement dans les cadres du Code du travail des bilans, vous avez droit à un premier rendez-vous d'information qui est gratuit et qui vous engage à rien, qui est effectivement pour vous, comme pour nous, de comprendre effectivement quel est votre contexte, quelle est votre problématique professionnelle, quel est votre questionnement, c'est-à-dire quel était le moment déclencheur d'envie de faire un bilan des compétences, mais effectivement aussi de voir qu'est-ce qui vous attendait, c'est quoi mes questionnements, c'est quoi mes thématiques prioritaires auxquelles je réfléchis aujourd'hui, est-ce que cet accompagnement personnalisé pourra répondre à cette problématique. Donc effectivement, à la fois, on est dans une compréhension mutuelle de vos besoins, analyser la situation pour voir est-ce que c'est un bon moment aussi pour vous, pour lancer cet accompagnement, parce que parfois on a des problématiques différentes, on a des personnes qui sont en épuisement professionnel, et peut-être c'est une période qui est encore inappropriée, qu'il faut peut-être attendre un petit peu, avancer votre reconstruction psychologique. Mais également, on peut aussi échanger avec vous sur modalités qu'on va mettre
en place, comment ça va se dérouler, le rythme, est-ce que c'est individuel, collectif, la durée. Parce qu'effectivement, on peut vous proposer aussi des bilans modulaires, mais ça, on va rentrer en vif des sujets après. Donc à la fois, ça peut être des diverses situations, effectivement, quand j'ai évoqué, ça peut être une situation d'inaptitude, ça peut être des situations, j'aurais dit qu'il y a 80% ou 70%, je sais pas Christine, est-ce que tu seras d'accord avec moi, c'est souvent des personnes qui disent, moi je veux plus exercer mon métier, ça me plaît pas, je me retrouve plus, ou il y a une organisation, où mes valeurs ils sont pas pris en compte, je me retrouve pas dans la stratégie des entreprises, donc j'ai envie de nouveau, mais je suis perdue, je suis dans les flots, je suis dans les brouillards, donc qu'est-ce que je peux faire? Donc j'aurais dit 70%, c'est à peu près ça. Après, effectivement, comme déjà évoqué, ça peut être une aptitude, ça peut être un licenciement prévu, donc diverses situations. En fait, ça va beaucoup dépendre de la situation de la personne et on sait qu'on est sur un marché économique où les entreprises se restructurent, se réorganisent beaucoup. Et en fonction de ces restructurations, eh bien, on peut être amené dans la même entreprise à devoir faire des choses très, très différentes de ce qu'on faisait avant ou d'une manière qui ne nous convient plus. Voilà, on a pu créer des relations de confiance avec un employeur et puis il y a un rachat, il y a une fusion-acquisition. Il se trouve qu'on a une autre équipe managériale avec des demandes qui sont plus du tout celles qu'on a connues. Enfin voilà, on est dans un marché qui bouge avec des exigences en termes de rentabilité parfois, d'atteinte de chiffre d'affaires qui parfois peuvent heurter nos valeurs et la manière qu'on avait de travailler auparavant. Donc ça peut être ça aussi. Après, peut-être on peut ajouter aussi que bilan, c'est pas forcément que partir de ma société, parce qu'il y en a aussi des personnes qui sont en interne, où ils ont vécu l'épuisement, où effectivement ils veulent évoluer, ou se spécialiser, mais ils savent pas comment prendre des reculs par rapport à la situation. Donc il y en a des bilans où effectivement la demande, c'est vraiment une évolution interne, en termes vertical ou horizontal. Alors, on a parlé de la phase préliminaire. Sur cette phase préliminaire, ce qu'on n'a pas évoqué non plus, c'est qu'au-delà de l'entretien d'information, où il est question de faire un diagnostic de situation, donc c'est un entretien gratuit, un entretien d'1 heure globalement, où vous avez la possibilité d'exprimer votre demande et nous on peut vous exposer comment on va pouvoir vous accompagner par rapport à ça. Sur la phase préliminaire, on a aussi une analyse du parcours. C'est-à-dire, dès lors que vous avez décidé de travailler avec nous, on va prévoir un calendrier avec des séances et au démarrage, on va vous proposer d'analyser avec vous votre parcours. Alors, parcours professionnel, évidemment, auquel on ajoute aussi une partie personnelle dans la mesure où c'est en lien avec vos choix professionnels. Donc, c'est bien que notre situation personnelle a une incidence sur les choix professionnels que l'on fait, et ça c'est vrai tout au long de la vie, c'est pas juste le fait de l'orientation post-bac scolaire. Donc l'objectif c'est de mieux comprendre votre parcours, de voir qu'est-ce qui a guidé vos choix, si on trouve un fil conducteur, s'il y a eu des interruptions dans ce parcours, etc. Ça, c'est le démarrage. Ensuite, sur cette phase d'investigation, eh bien, on va travailler plus précisément avec vous vos compétences. Donc, les compétences, l'ensemble des gestes professionnels, des activités que vous avez développées et sur lesquelles vous êtes en capacité de travailler. Compétences. L'idée de faire ce point sur vos compétences, déjà ça s'appelle un bilan de compétences, c'est un peu logique on travaille sur ces compétences. L'idée c'est de les formaliser. Souvent on est capable de parler de son métier, mais quand on rentre dans le détail des compétences, c'est pas si simple que ça. Exposer ces grands domaines de compétences, les hiérarchiser, c'est pas si simple. Donc l'idée c'est de faire ce travail-là avec vous pour que vous soyez au clair sur les compétences que vous avez, celles que vous souhaitez continuer de mobiliser, celles que vous ne souhaitez plus mobiliser. Et dans ces compétences développées, celles qui vont être transférables à un autre secteur d'activité, à un autre environnement, peut-être à un autre métier, ou que vous allez pouvoir peut-être mobiliser différemment s'il s'agit simplement d'une évolution.
y passer plus ou moins de temps en fonction de la demande exprimée par les personnes. Il y a certaines personnes qui nous disent oh, j'ai déjà eu l'occasion de faire des tests de personnalité, j'ai rencontré un ou une psychologue, je me connais bien, voilà, je suis pas sûre que ce soit nécessaire. Dans ce cas-là, pas de souci, c'est pas non plus une obligation. Mais on a quand même tendance à conseiller d'utiliser au moins un outil de personnalité parce que ça vous permet d'être peut-être plus au clair par rapport à ça. Il y a des choses évidemment que vous connaissez, qu'on vous a dites, mais d'être plus au clair, de pouvoir exprimer les choses, encore une fois les formaliser, et peut-être découvrir aussi des choses sur vous. Parce que les outils que l'on utilise sont des outils qui vont vous permettre de voir quelles sont vos modalités comportementales, vos modalités de fonctionnement, on va dire en mode automatique. C'est-à-dire comment vous fonctionnez dans une situation donnée, comment est-ce que vous allez fonctionner. Et on a tous des automatismes, on est souvent, j'appelle ça le pilotage automatique, on est souvent en pilotage automatique par rapport aux situations les plus courantes de la vie quotidienne. Sauf que dans un contexte professionnel, on peut être amené à fonctionner d'une manière, on peut nous demander de fonctionner d'une manière différente de ce qu'on fait habituellement. Et là, donc, on va on prend les commandes manuellement, on va sur notre zone d'effort et c'est plus compliqué. Donc, identifier nos modalités comportementales, identifier aussi, en fonction de ces modalités-là, les environnements dans lesquels on a le plus de chances de s'épanouir, et bien ça nous donne des billes aussi pour la suite et c'est intéressant. Voilà, on sait que le contexte professionnel peut nous amener à faire des choses qui ne sont pas naturelles pour nous. Là, il n'est pas question des valeurs, mais plutôt une façon de travailler. Par exemple, de prendre la parole en public. C'est pas forcément facile pour tout le monde. Si on est quelqu'un d'extrêmement introverti, ça peut être carrément compliqué. Et bien, voilà, identifier toutes ces choses-là, ça peut permettre de comprendre aussi pourquoi on peut être en difficulté parfois. Oui, quelqu'un me pose une question. Alors, les outils, on a... Oui, on avait un prochain slide sur des outils, donc on va anticiper un peu notre présentation. Il y avait une conférence ce matin animée par deux de nos collègues par rapport aux outils de la personnalité. Voilà, on va venir dans le détail, pas de souci. Donc la personnalité, on passe un peu de temps aussi à identifier avec vous quelles sont vos principales valeurs, vos centres d'intérêt, vos motivations, parce que ce sont des moteurs pour l'activité de travail. Ce sont des choses qui vont vous porter, vous placer dans une dynamique et faire en sorte que aller travailler soit plutôt quelque chose d'heureux, quelque chose de pénible et de pesant. Cette partie-là de la phase d'investigation, elle est très importante parce qu'elle va nous permettre d'aller jusqu'à définir des critères de choix. Au vu de tout ce qui aurait été abordé en termes de compétences, personnalité, les ressources de type intérêt, valeur et motivation, eh bien, l'objectif va être de définir des critères de choix, des critères prioritaires pour vous que vous allez avoir en tête quand il s'agira sur l'étape d'après, d'explorer et d'aller voir eh bien, quelle fonction, quel poste, quel métier, quel autre environnement professionnel pourrait vous convenir. Donc, comme évoque Christine, effectivement, dans cette première partie, son mieux se connaître, pour moi, c'est vraiment identifier vos acquis personnels, professionnels. En vue, nous, on appelle ça dans notre langage professionnel, définir vos critères prioritaires, c'est-à-dire qu'est-ce que j'aimerais bien retrouver dans mon futur métier, est-ce que c'est effectivement une certaine dimension par rapport à mes motivations et valeurs. Et ensuite, on va rentrer plus vers futur, parce que pour moi, bilan, il intervient dans les 3 temps, présent, passé et futur. L'objectif, c'est identifier ou construire un projet professionnel réaliste et réalisable qui effectivement, qui va vous permettre ensuite définir un plan d'action. Donc là, dans cette partie mieux connaître l'environnement, on va rentrer plus dans l'exploration des métiers que vous allez effectivement cibler à travers des outils d'orientation. Effectivement, vous allez enquêter, vous allez investiguer à partir des bases de données, des sites, des ressources qui on va vous communiquer.
mais aussi on va vous accompagner pour que vous puissiez vous poser des bonnes questions sur la faisabilité de votre projet, c'est-à-dire en quoi consiste le métier, est-ce que ça correspond à mes motivations, à mes intérêts, mes valeurs, est-ce que j'ai des capacités aussi où je me sens capable d'aller, mais aussi on va définir un plan d'action. Si par exemple je dois faire une formation, quel type d'information, dispensée par qui, avec quel financement, avec sous quelle échelle de temps. C'est vous allez aussi réfléchir combien de temps je vais donner pour aboutir avec mon projet. Est-ce que c'est un projet à court, à moyen, long terme? Mais également, on va rentrer un peu plus dans le côté opérationnel, réfléchir sur des outils de communication. Donc ça veut dire quoi effectivement, comment communiquer mon projet qui va être en action, mais aussi comprendre technique de recherche d'emploi si à l'issue des bilans vous devez par exemple chercher un emploi. Donc là on va être aussi en appui pour faire votre CV, lettre de motivation ou peut-être mettre à jour votre profil LinkedIn. Et également la partie qui est très importante aussi, de parler de votre projet. Comment je communique, comment je présente et à qui mon projet à l'issue des bilans. Sur la dernière phase du bilan, donc la phase de conclusion, l'idée c'est de valider un projet, donc évidemment ça se fait au fil du temps, avec toutes les recherches que vous aurez faites, sans doute aussi les professionnels que vous aurez rencontrés, qui sont sur des postes qui vous intéressent. Voilà. En principe, à la fin du bilan, la dernière séance, elle est consacrée à la rédaction d'un document de synthèse. C'est un document qui reprend de façon synthétique tous les éléments sur lesquels on a travaillé ensemble, sur la première partie, sur la deuxième partie. Et on précise quel est le plan d'action, c'est-à-dire concrètement, à partir d'aujourd'hui, donc on est à la fin du bilan, et bien comment ça se passe, quelles sont les démarches que je mets en place. Ça peut être des démarches pratico-pratiques, hein, c'est pas forcément des choses très compliquées. En tout cas, quelles sont les démarches que je mets en œuvre pour, que je réalise pour mettre en œuvre mon projet. Et le document de synthèse, c'est un document qui est réglementaire, qui a été aussi réglementé en tant que le bilan de compétences, donc c'est quelque chose qui est obligatoire pour tout centre de bilan de compétences, qui vous propose un bilan. Voilà, un document qui est, alors nous on propose aux bénéficiaires de préparer sa partie, de rédiger sa partie, nous on prépare aussi, et ensuite on met en commun, et on se met d'accord surtout sur le plan d'action pour la suite. La question sur les outils qu'on utilise effectivement en bilan des compétences. Donc, on va adapter aussi ces outils en fonction de votre demande. Donc, on a un outil test psychotechnique. À quoi ça correspond? Souvent, c'est des tests qui vont évaluer des potentiels. Je peux vous donner des exemples de situations. Par exemple, quelqu'un qui effectivement souhaite, qui a une aptitude et il était sur un poste opérationnel. Il veut, par exemple, envisager une formation bureautique ou effectivement faire un poste plus administratif. Donc on a différents tests, mais on va vraiment passer dans des situations spécifiques dont on ne les passe pas habituellement dans tous les bilans des compétences. Où effectivement, on a aussi des tests de personnalité. Vous nous avez posé la question, je ne sais pas, est-ce que vous avez suivi notre conférence sur des outils mieux se connaître ce matin? Ok. Donc effectivement, les tests de personnalité qu'on passe au CUSC, c'est plus SOSI, MBTI, et la dernière version de MBTI, c'est Golden. On peut effectivement, on utilise beaucoup Performance, qui effectivement, c'est un test de personnalité qui va évaluer aussi l'aspect ou des aptitudes managériales, si quelqu'un il a un objectif d'évoluer vers des postes de management. Alors l'idée évidemment, c'est pas excuse-moi, je te coupe, c'est pas d'utiliser tous ces tests-là, c'est d'utiliser ceux qui vont être pertinents par rapport à votre situation. On a une batterie de tests, il y en a certains qui vont être pertinents pour vous et pas pour d'autres. Et même au niveau des tests de personnalité, les deux principaux, Golden et Performance, on les utilise pas. C'est l'un et l'autre. Alors, pour des personnes qui seraient très intéressées par ce sujet-là, pourquoi ne pas envisager d'utiliser les deux? Mais en tous les cas, ils servent différents objectifs. Ils vont évaluer des choses similaires, mais ils servent différents objectifs. Donc, en fonction de votre situation, on va utiliser l'un ou l'autre. Excuse-moi.
Ensuite, on utilise effectivement des questionnaires sur des motivations à l'intérêt, donc EXA 3D, IRMR 5, qui vont effectivement de façon fiable et sous le plan scientifique valider des envies. On va utiliser aussi parfois, puisque souvent c'est à la demande et validé avec la personne qui fait la formation, les bilans, la démarche de questionnaire 360. Est-ce que ça vous parle? C'est un outil DRH. Qu'est-ce que c'est? Oui. 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 C'est vraiment évaluation des images qu'on envoie. Et souvent, c'est un outil RH utilisé en interne pour des personnes qui souhaitent évoluer vers des postes de management ou à responsabilité. On va utiliser aussi, comme je vous ai dit, des supports adaptés à chacun et chaque étape. Mais on a aussi des bases de données. Parce que l'objectif, effectivement, qui est vous alimentiez votre réflexion par rapport à des métiers, c'est-à-dire que vous approfondissiez votre représentation du métier. Donc nous, on travaille beaucoup avec Parcourero, où on a des outils d'aide à l'orientation, mais il y a aussi encyclopédie métier. Après, on a listing de différents sites, parce qu'on peut utiliser aussi des outils de France Travail ou APEC, référentiel des métiers qui est pas mal, qui est très bien fait. Et aussi d'autres ressources d'information fiables, par exemple des fonctions publiques territoriales, hospice civil, ANFH, en fonction des secteurs qui vous venez. Afin de valider votre projet professionnel, effectivement, on va vous proposer aussi des méthodes d'investigation et analyse de faisabilité des projets, parce que, comme elle disait Christine au début, vous allez effectivement, dans la première partie des phases d'investigation, réfléchir qu'est-ce que j'aimerais bien transmettre ou mobiliser dans mon futur métier, en termes des aptitudes, en termes des compétences, mais également, effectivement, on va mesurer des écarts. Vous allez faire des enquêtes métiers, c'est-à-dire rencontrer des professionnels pour échanger avec eux, pour sortir un peu de votre vision subjective des métiers, pour voir est-ce que c'est réaliste et réalisable. Mais on peut effectivement aussi vous mettre en situation de travail. Nous, en interne, on propose des ateliers collectifs, c'est des ateliers de 6 à 8 personnes, et on a un atelier qui permet aussi d'évaluer notre style de collaboration. Si par exemple vous souhaitez évaluer comment vous fonctionnez dans un travail d'équipe, quel rôle vous jouez dans une équipe, là on peut vous proposer ça. Et effectivement, comme déjà évoqué, on va vous proposer des outils, des techniques de recherche d'emploi, mais c'est plus dans la phase de conclusion, mise en situation d'entretien d'embauche, dans situation de présentation de votre projet à votre RH, à un centre de formation, ou peut-être pour un entretien d'embauche afin de mieux valoriser votre profil. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Et aussi peut-être une dernière chose, je sais qu'est-ce que j'ai oublié. Vous pouvez faire une immersion pendant les bilans de compétences, c'est-à-dire que vous pouvez effectivement bénéficier d'une convention et faire par exemple un jour dans votre métier, dans les métiers que vous visez, aller vous confronter vraiment à la réalité du métier et vous conforter ou non par rapport à votre projet. Alors voilà, concrètement comment ça s'organise, un bilan de compétences, donc 12 à 24 heures. En fait, on a différentes formules. Donc, je vous disais tout à l'heure que ce qui était dans la loi, c'était 24 heures, mais c'était le nombre maximum d'heures proposées. Nous, on peut vous proposer entre 12 et 18 ou 24 heures, sachant que l'idée, c'est de faire un petit peu à la carte en fonction de vos besoins. Donc, la durée va dépendre également du nombre d'heures choisies. Entre 2 à 3 mois. Un bilan 24 heures, globalement, ça dure entre 2 à 3 mois. En fonction de la fréquence, et la fréquence recommandée, c'est souvent une fréquence hebdomadaire. Un rendez-vous par semaine, un rendez-vous de 2 heures la plupart du temps. Bon, ça peut être 1h30, en fonction de nos disponibilités, des créneaux horaires, ça peut être un peu plus, mais globalement, en moyenne, c'est 2 heures par semaine.
Du coup, ça dure entre 2 à 3 mois parce qu'il peut y avoir des périodes où vous êtes en vacances, des périodes où nous on est en vacances. Là, on arrive à la période estivale, donc effectivement, les bilans qu'on commence maintenant, ils peuvent être interrompus par des périodes de vacances. Comment ça se déroule? Eh bien, ce sont des entretiens individuels qui vous sont proposés, avec la personne qui vous a reçu en entretien d'information. Donc, nous, on insiste par rapport à ça parce qu'il est important qu'avant de vous décider de faire un bilan, il est important que vous soyez mis d'accord avec la personne qui va vous accompagner. Donc, on fait en sorte, nous au CIBC en tous les cas, que la personne qui va vous recevoir en entretien d'information soit aussi la personne qui vous accompagne après. Donc, des entretiens individuels. On précise aussi qu'il y a des séances collectives qui vous sont proposées. Donc, les séances collectives ne sont pas plus des entretiens individuels, elles font partie du parcours. Elles ne sont pas obligatoires. Il y a des personnes qui n'aiment pas le collectif, qui ne sont pas à l'aise. Donc ça, on le respecte, mais nous, on pense que c'est bien d'avoir 1 ou 2 ateliers sur un bilan 24 heures. Voilà. Je sens que la plupart de nos ateliers durent 3 heures pour le coup. Comme l'évoquait ma collègue, on a des ateliers sur un certain nombre de sujets. Alors c'est petit comité, hein, c'est entre, on va dire, 3, oui, ça peut être même beaucoup, entre 3 à 7, 8 personnes. Maximum c'est 8 personnes, tout simplement parce qu'on a des locaux qui ne peuvent pas accueillir plus, quoi. Sauf l'atelier des personnalités, on a 8, parce que c'est un peu notre atelier phare. Effectivement, ça peut être intéressant dans le sens que de voir un peu la méthode, hein, mais effectivement, passer un test en ligne et ensuite faire autopositionnement et croiser avec les résultats et en fait avoir la restitution des tests durant l'atelier. Au niveau des modalités, alors présentiel à distance, voilà ce qui a été mentionné. Alors on a l'habitude de faire quand même beaucoup plus de présentiel que de distanciel, mais à la marge et à la demande, en tous les cas des bénéficiaires, on peut proposer du distanciel. Voilà, alors on fait quand même assez rarement que du distanciel. Ça peut être possible, c'est pas ce qu'on fait le plus souvent. C'est pas forcément ce qui est le plus simple, mais il peut y avoir des personnes qui, pour des raisons de mobilité, de maladie ou de départ à l'étranger momentané, avec le besoin malgré tout de faire ce travail-là, ça peut être proposé. La plupart du temps, ce qui se passe, c'est soit du présentiel et du distanciel sur certaines séances, en fonction de votre disponibilité, de vos besoins, etc. Le travail en autonomie, ça c'est très très important, donc on insiste là-dessus, parce que le bilan de compétences, c'est évidemment pas une baguette magique. Nous ne sommes pas des magiciennes, nous sommes que des psychologues du travail. Donc nous ne savons pas ce qu'il y a de mieux pour vous. Par contre, nous sommes là pour vous accompagner et vous donner de la méthodologie pour que vous avanciez dans votre réflexion. Donc l'idée, c'est vraiment une co-construction de projet. En quelque sorte, le contenu, c'est vous qui le maîtrisez. Et nous, on est là pour le processus, on est là pour vous accompagner, vous donner des outils, de la méthodologie pour vous avancer dans votre réflexion. Et ça nécessite un travail personnel important. Donc, si d'une séance à l'autre du bilan, vous n'avez pas avancé par rapport à des choses qui vous ont proposées, hein, c'est pas des devoirs, hein, c'est de la réflexion, c'est travailler sur des questionnaires, des grilles d'enquête, etc. S'il n'y a pas d'investissement réel de votre côté par rapport à cette réflexion, il y a des choses que ça n'avance pas beaucoup, en fait. Oui. Alors, le travail personnel entre 2 séances, ça va beaucoup dépendre de la phase. Quand on est sur la première phase, on va dire 2 heures. On va dire 2 heures de travail hebdomadaire d'une séance à l'autre. Quand on est sur la partie où il est question de vous, où on met à plein un certain nombre de choses, là, globalement, c'est 2 heures de temps de travail. Après, il y a des personnes qui peuvent avoir besoin de plus, mais globalement, c'est ça. Sur la deuxième partie, la partie plus exploratoire, où là, on travaille vraiment sur le projet, ça peut nécessiter beaucoup plus. Et surtout sur la phase où vous êtes invité à rencontrer des professionnels pour échanger avec eux. Donc, il y a effectivement l'identification des personnes de votre réseau que vous pouvez solliciter, la prise de contact, après les temps d'échange avec ces personnes-là. Travailler sur votre grille d'enquête. Alors nous, évidemment, on vous en donne une, mais elle est à personnaliser à chaque fois. Donc là, ça peut prendre plus de temps. En principe, à mi-parcours, en tout cas, c'est comme ça que tu diras si c'est comme ça que tu pratiques, Malika. C'est comme ça que je pratique à mi-parcours du bilan. Vers les 2 tiers du bilan, moi, je propose une phase, une interruption de 2 semaines, justement pour vous laisser le temps d'échanger avec les professionnels. Parce que les personnes ont pu les contacter, ne sont pas nécessairement disponibles sur un claquement de doigts. Donc voilà, on laisse un peu de temps.
On va plus s'espacer parce que souvent, effectivement, vous êtes salarié et vous avez vos obligations professionnelles. Et effectivement, comme a dit Christine, les professionnels, ils sont pas forcément tout de suite réactifs. Donc là, ça peut être 2-3 semaines. On s'adapte aussi en fonction de comment vous cheminez. Mais après, comme elle disait déjà Christine, nous, notre rôle, vous donner une méthodologie, cheminer avec vous, vous accompagner dans votre démarche. Mais effectivement, à partir des supports qu'on vous donne, vous êtes censé élaborer. Donc cette réflexion où effectivement on travaille en autonomie, elle est importante parce que d'une séance à l'autre, vous allez alimenter aussi votre réflexion. Il y a des personnes qui sont très très pressées, très pressées de trouver une solution, ce qui se comprend tout à fait, et qui voudraient pratiquement que le bilan il soit fait en 3 semaines, quoi. Mais en fait, c'est pas. Moi, je considère que c'est pas raisonnable. Si c'est vraiment un bilan qui vise à réfléchir à la suite du parcours et que surtout s'il s'avère qu'il y a un changement important, c'est important qu'il y ait cette temporalité-là. La temporalité, elle sert à la réflexion. Et on voit bien, enfin, quand on a l'habitude d'accompagner les personnes, au bout d'un certain temps, les personnes reviennent et nous disent « Ah ben ça y est, j'ai compris ». Enfin, j'ai compris un certain nombre de choses, quoi. C'est-à-dire que ce travail-là vous permet de faire des liens, de comprendre pourquoi vous êtes toujours en difficulté au même endroit, pourquoi ça se passe mal avec tel collègue, parce que dans le test de personnalité, vous avez identifié que lui, il est comme ceci, que vous êtes comme cela. Je comprends aussi pourquoi dans tel environnement, je suis en difficulté. Enfin, et ce qui est proposé, je pense que ça fait partie de la loi aussi, c'est légal. C'est inscrit dans les codes du travail également. Il y a un suivi à 6 mois qui vous est proposé, donc on ne fixe pas nécessairement le rendez-vous tout de suite quand vous terminez le bilan. Pour tous les cas, on vous envoie un mail pour vous proposer un entretien de suivi à 6 mois, qui est un entretien gratuit, en tout cas qui vient dans la suite du bilan et qui vous permet, en fonction de votre situation, eh bien, d'échanger, de nous poser des questions, de nous expliquer ce qui a changé dans votre vie, comment vous avez mis en œuvre votre projet, si vous l'avez mis en œuvre ou pas, pour quelles raisons, etc. En tous les cas, c'est une façon pour nous de savoir ce que sont-ils devenus. C'est toujours très intéressant d'avoir un retour effectivement par rapport à ce temps de travail. Et ça vous permet à vous d'avoir ce temps d'échange. Alors, si c'est le taux de satisfaction, oui, et il est très bon. Voilà. Maintenant, peut-être que dans votre question, il y avait plutôt la réussite. Oui, l'aboutissement. Alors, la réussite, c'est quoi la réussite pour un bilan en compétences? L'aboutissement pour vous. C'est quoi les bons projets? En fait, au niveau de la satisfaction, de toute façon, du point de vue réglementaire, comme on est OPCAT, Calliope, enfin bref, on a des obligations du point de vue réglementaire, donc il y a un questionnaire de satisfaction qui vous est envoyé à chaud tout de suite à la fin du bilan, et il y en a un autre qui vous est envoyé à 6 mois. Donc on recueille les informations des bénéficiaires, et c'est pour ça qu'à la question le taux de satisfaction, je peux vous répondre qu'il est très bon. Maintenant, on entend beaucoup dans les personnes qui viennent en entretien d'information, les personnes qui nous disent « Oui, je connais un tel, il en a fait un, ça ne sert à rien. » Alors bon, ça, je veux dire, on a l'habitude, voilà. Pourquoi ça ne sert à rien? Alors peut-être qu'il n'a pas été fait au bon moment. Peut-être que la personne ne s'est pas investie véritablement dans son bilan. Alors vous allez me dire, c'est une façon de me décharger de ma responsabilité. Encore une fois, notre responsabilité à nous, elle est sur la méthodologie. Nous, on est là pour vous écouter attentivement, pour faire des liens entre des choses que vous nous dites à un moment ou des choses que vous nous dites à un autre moment, pour vous alerter quand il nous semble que vous faites fausse route par rapport à des choses qui sont évidentes par rapport à votre parcours. Donc on est vraiment là comme, en quelque sorte, comme garde-fou, et comme on est là pour vous guider, en quelque sorte, et vous donner des outils pour que la réflexion et l'avance que vous cheminiez. Donc cette responsabilité, c'est la nôtre. Après, sur comment ça avance de votre côté, c'est votre responsabilité. Donc il y a des personnes qui ne sont pas forcément engagées, investies, mais peut-être parce que, encore une fois, c'était pas le moment et qu'elles n'ont pas le temps, n'ont pas les moyens. Et dans ce cas-là, effectivement, ça peut ne rien produire. Et pour revenir aussi à votre remarque, on a un peu dans les représentations, il y a le fait que le bilan en compétences, ça sert à faire des reconversions.
ça peut servir à ça. Ça ne sert pas qu'à ça. Un bilan de compétences qui vous permet de rester sur votre poste, mais d'aménager les choses différemment, ou de reprendre confiance en vous, et d'être en capacité d'argumenter vis-à-vis de votre manager sur une nouvelle mission que vous souhaiterez faire, etc. Et bien ça, pour moi, c'est un bilan de compétences réussi. Alors évidemment, c'est moins spectaculaire que l'aide-soignante qui vient, je sais pas, qui devient comptable, ou enfin. Mais la vraie reconversion, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement. Et tout le monde n'a pas la possibilité de faire ça. Il y en a beaucoup, un certain nombre, enfin on en accompagne tous les jours, mais c'est pas toujours très réaliste. Et nous, on est aussi là, alors pas pour casser les rêves des gens, mais pour peut-être déconstruire certaines représentations qui sont erronées, mais peut-être mettre les personnes face à la réalité. Enfin, voilà, il y a un principe de réalité. Et donc on est là on n'est pas là pour dire non, ça c'est pas possible, on est là pour dire eh bien ça risque d'être compliqué. Est-ce que vous avez pensé à ceci, cela? Alors ça, il y a des choses qui sont assez facilement, des difficultés que l'on peut assez facilement contourner. Il y en a d'autres, c'est quand même plus compliqué. Il y a beaucoup la question de la rémunération qui est abordée dans le bilan. Souvent, les personnes qui viennent à nous ont des projets de changement, des changements un peu radicaux, et travaillent sur leurs critères de choix, évoquent tout un tas de choses, travailler en extérieur, avoir son activité autonome, avoir une grande variété de tâches, etc. Et il n'y a pas du tout la question de la rémunération. Et puis il y a un moment où les personnes commencent à regarder par rapport à des emplois, de nouvelles fonctions, des métiers, regardent des fiches métiers, puis elles disent « Oula, mais c'est quoi cette rémunération ?» Et je leur dis « Alors quoi, c'est important ou c'est pas important ?» En fait, quand on a tendance à imaginer, quand on vient avec des difficultés, on a tendance à vouloir une activité qui nous permet de nous éloigner de ces difficultés-là. Et on ne pense pas à ce qui est positif dans notre activité. Donc on ne va pas le valoriser, on ne va pas le mettre en avant. Mais il y a un moment où c'est quand même important aussi. Donc ça, c'est souvent un critère qui dissuade les personnes d'aller plus loin dans de la vraie reconversion. Parce que souvent, quand on se reconvertit, eh bien, on perd quand même un petit peu, voire beaucoup en salaire. Au moins dans un premier temps. Non, c'est simplement pour ajouter qu'effectivement, cette suivi à 6 mois, c'est une évaluation à la fois des bilans des compétences, mais pour ajouter une phrase à notre rôle en bilan, c'est vraiment vous permettre de faire un pas à côté, de s'aimer quelque chose et voir 6 mois après, ou même parfois, moi je garde avec certains de mes bénéficiaires les contacts, donc 1 an, 3 ans, 4 ans après de mettre le projet en œuvre, ou peut-être effectivement avec différentes conditions, mais aboutir et effectivement privilégier des activités qu'on a ciblées en bilan. Donc oui, je rejoins effectivement Christine qui a beaucoup d'attentes, qui c'est un outil magique, où effectivement parfois il y a des bénéficiaires qui arrivent, ils nous déposent leurs souhaits, je veux gagner 3000 nets à l'extérieur avec mes mains, mais quand on commence effectivement à rentrer dans des démarches concrètes, nous, comme elle a dit Christine, notre rôle c'est pas vous dire non, c'est pas possible. On va vous proposer des outils pour prise de conscience. Et après, on chemine avec vous dans votre prise de décision et dans votre positionnement. Donc, quels sont les financements possibles d'un bilan de compétences? Donc, la plupart des salariés des secteurs privés, effectivement, on a aussi fonction publique hospitalière, financent avec leur CPF. Donc, effectivement, en tant que salarié, vous cotisez chaque année une somme que vous pouvez utiliser pour des formations qui sont habilitées sur mon compte formation. Mais également, on a aussi des salariés qui financent, où ils ont des bilans financés par leur société. Donc, effectivement, dans le cadre des plans de développement des compétences, ou anciens plans de formation qui sont financés par la société, ou ça peut être aussi financement individuel. Il y a des personnes qui financent avec leurs propres moyens ou utilisent des cofinancements, c'est-à-dire une partie de CPF parce que j'en ai pas assez, mais je veux compléter avec effectivement des moyens de paiement sur site ou avec un chèque. Et Pôle emploi, ça marche pas? France Travail.
On a parfois, effectivement, dans les cadres des CSP, mais nous ne sommes pas habiles à répondre à cette question parce qu'on n'est pas France Travail. Donc, effectivement, il faut voir avec votre conseiller. Mais effectivement, dans certaines situations, il y a des financements via AIF, donc aide individuelle à la formation, où effectivement, CSP, c'est contre la sécurisation professionnelle, c'est-à-dire des personnes qui sont licenciées économiques. Parfois, ils peuvent avoir les financements. Mais ça, vous devez interroger en amont avec votre conseiller. Nous, on peut pas vous dire, mais parfois on a. C'est très rare, c'est de plus en plus rare. Les cas dans lesquels ça se pratiquait, c'était effectivement le cas du CSP, des licenciés économiques, c'est très rare. Oui, allez-y. Quel est le coût, du coup, on parle de financement, est-ce que ça peut différer d'une structure à une autre? Bien sûr que ça peut différer. Vous pouvez vous faire une idée en allant sur les comptes personnels de formation. Vous allez avoir différents modules, comme elle disait Christine, qui aujourd'hui on peut avoir des formules à 24 heures, 18 heures, 10 heures. Effectivement, des prix, ils diffèrent. Après, si vous voulez nos prix, on peut vous communiquer, bien sûr. En fait, ça va différer en fonction d'un certain nombre de choses et ce qui peut expliquer la différence de prix, c'est aussi les modalités qui vous sont proposées. C'est-à-dire qu'un organisme qui ne vous propose que du distanciel, ça va être un organisme qui n'a pas de frais de locaux, tout simplement. Donc on peut en tout cas s'attendre à ce que cet organisme-là vous propose des coûts plus bas. Un organisme qui ne vous propose que du collectif, eh bien évidemment vous imaginez bien que, enfin en tous les cas, s'il vous propose des tarifs plus élevés que les nôtres, ça a des questions à se poser. Donc voilà, l'idée c'est d'être très au clair par rapport à ce que vous souhaitez et pour ça nous on vous invite vraiment à faire votre marché, on appelle ça comme ça dans notre jargon, parce que c'est un marché très concurrentiel. Il se trouve qu'on est la structure qui a été créée à l'origine, l'opérateur historique du bilan de compétences, mais depuis c'est un marché très concurrentiel. Donc là en particulier on est à Lyon, donc on sait que des prestataires qui font du bilan. Alors des prestataires organismes de formation qui font du bilan, il y en a beaucoup, mais il y a aussi des individuels, des personnes qui font du bilan en étant indépendants, voilà. Faire votre marché, l'idée c'est de rencontrer des personnes, poser toutes les questions qui vous paraissent intéressantes et importantes pour vous, et après faire votre propre choix, en prenant en compte un certain nombre de choses, ce qui va vous être proposé au niveau du contenu, au niveau des modalités, de la durée, quel contact vous avez avec la personne, est-ce que cette personne c'est une personne avec laquelle vous êtes en confiance, est-ce qu'on vous a parlé du délai de rétractation du CPF par exemple, voilà. Qui est obligatoire, qui est légal. Ça, on n'en a pas parlé. En fait, il y a un délai de rétractation de 15 jours qui est obligatoire entre le moment où l'organisme vous inscrit et la date de démarrage. Voilà. Nous, on sait, parce qu'on a des bénéficiaires qui nous ont dit que certains organismes ne le mentionnent pas pour pouvoir démarrer tout de suite. Oui. Merci pour ce conseil, mais du coup, chez les différents prestataires, est-ce qu'il existe une forme de certification ou un agrément pour faire des bilans de compétences? Alors, vous voulez dire pour faire la prestation, vous voulez dire du professionnel qui va le faire ou du pro? Chez CIDC qui est meilleur. Mais par exemple, enfin, je veux dire, mais ailleurs que chez vous, comment est-ce qu'on fait pour être sûr que les gens sont compétents? Vous parlez de l'organisme ou vous parlez du professionnel? Vous parlez du professionnel? Alors, le professionnel, en fait, l'idée c'est que vous le questionnez, vous l'interrogez par rapport à son propre parcours, en lui disant, vous c'est quoi votre parcours? Enfin, moi, j'ai des personnes... Il n'y a pas d'agrément ou de certification? Non, alors, sur les organismes de formation. Pour être sur mon compte formation, il faut faire une démarche des qualités Calliope pour être agréé, pour que vous puissiez effectivement passer et financer par ce compte. Donc, chaque organisme, il fait cette démarche. Pour avoir habilitation. Et après, effectivement, on a compris double sens votre question aussi, qui est effectivement, est-ce que les consultants, il est apte au bilan ou il a une formation de bilan. Donc après, c'est à vous de questionner, parce qu'effectivement, il y a des psychologues de travail, il y a des consultants RH, vous avez aussi souvent des coachs, il y a différents profils. Après, ça dépend aussi des feelings que vous allez avoir ou questionner des parcours, expérience en bilan. Il y a des organismes aussi qui font parfois des formules, c'est certifié des bilans de compétences, mais ça, je peux pas vous dire qu'est-ce que ça vaut. C'est plus peut-être la méthode. Il y avait une autre dame derrière. Oui, je voulais savoir quels étaient les changements du CPF par rapport
récemment, ça a changé. Il n'y a plus un changement, il y a plus une prise en charge. Alors, en fait, c'est en cours, mais ça n'a pas encore démarré. Donc, les partenaires sociaux sont en train d'essayer de se battre pour que la situation perdure et que tout un chacun, un salarié du privé, puisse mobiliser l'argent de son CPF comme il l'entend. Mais en tout cas, aux dernières informations, l'obligation qui serait faite, c'est que vous financiez quelque formation que ce soit à hauteur de 100 euros. 100 euros. À hauteur de 100 euros. C'est-à-dire que pour une formation qui coûte 300 euros, vous financeriez 100 euros, même si vous avez 1000 euros sur votre CPF. Pour un bilan de compétences qui fait 2000 euros, vous financeriez 100 euros, etc. de votre poche. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un engagement personnel de la personne vis-à-vis de la formation qui l'engage. Non, c'est pas Ça doit. Alors, en fait, ça a été voté, mais ils sont en train d'essayer voilà. Mais normalement, ça devrait prendre effet à partir du mois de mai, il me semble. Il y a des questions. On va commencer par monsieur. Allez-y. Quand vous débloquez votre CPF, est-ce que votre entreprise est au courant? Non, parce que vous pouvez financer de façon autonome, hors temps de travail, donc il n'a aucune visibilité sur votre compte personnel formation, sauf s'il a vos codes pour accéder à votre compte. Mais normalement, non. Vous pouvez l'utiliser de façon autonome. C'est la grosse différence avec le DIF qui était très souvent utilisé par les employeurs pour des formations en lien avec l'emploi directement, pour des mises à jour de KSS, de procédures, de formation informatique, etc. Là, le compte personnel de formation, c'est votre argent. C'est pas un compte en banque avec de l'argent, mais c'est l'argent auquel vous ouvrez droit au titre de votre activité professionnelle et vous en faites absolument ce que vous voulez dès lors que vous souhaitez financer une formation qui est sur compte CPF, on est d'accord. C'est pas n'importe quelle formation. Question juste à vous, là, allez-y. De l'ESS par exemple, et est-ce que vous pensez que c'est bien ou ça diffère des CPF, des bilans on va dire traditionnels? Qu'est-ce qui diffère? Est-ce que c'est bien de s'orienter vers eux si on le sait qu'on va aller vers un emploi à impact? Vous voulez dire des centres qui seraient spécialisés dans l'orientation des personnes vers des métiers de ce type-là? À ma connaissance, ça n'existe pas, mais peut-être que je... Moi non plus, je ne connais pas. Vous m'apprenez une nouvelle chose. Et en fait, je me posais la question, est-ce que ça change vraiment de ce qu'un bilan de compétences peut proposer? On aura du mal à vous répondre parce que moi, j'étais pas au courant. Mais là encore, la solution, c'est questionner. Questionner, voyez ce que ça va vous apporter et comment la relation se passe. Voilà. Une autre question. J'ai l'impression qu'il y a des commissions en fait, on ne peut pas tout utiliser. Notamment, j'ai 150 heures, mais on ne va pas m'autoriser à prendre 24 heures pour payer entièrement. Le problème, c'est que dans toute la fonction publique, que ce soit fonction publique d'État, fonction publique hospitalière, l'argent de la formation est à la main de votre employeur. Donc vous avez un CPF, vous pouvez faire une demande de formation. Et donc dans ce cas-là, on va vous demander, nous, ça s'est déjà produit, moi j'ai déjà accompagné des enseignants, on va vous demander d'aller voir 3 organismes, de produire 3 devis. Ces devis-là vont passer en commission, donc vous aurez la possibilité de dire, moi j'ai une préférence pour tel organisme, mais après c'est la commission qui va décider, si oui ou non on vous octroie l'argent, c'est-à-dire vous allez pouvoir y aller, et 2, le montant qui va être prévu. Alors en principe, je crois que pour un bilan de compétences, c'est 500 euros. Donc c'est 500 euros. Et après... Et du coup, oui, c'est à vous de décider en fonction du reste à charge vers quel organisme vous vous retrouvez. Mais c'est la grosse différence avec l'emploi salarié du privé, c'est que là, ce qu'on a dit par rapport à la capacité de mobiliser l'argent comme on l'entend, c'est vraiment que pour les salariés du privé. Allez-y. Une question un peu complémentaire avec celle d'avant. Est-ce qu'un bilan de compétences peut être plus pertinent sur une zone frontalière, par exemple, on travaillait avec la Suisse, plus qu'à Lyon? Est-ce qu'ils ont des compétences un peu plus spécifiques sur les métiers des pays limitrophes? On peut imaginer qu'ils vont davantage connaître le bassin d'emploi. Donc sur la partie exploratoire, si vous êtes vraiment dans une optique de rechercher un emploi, oui. Parce que nous on travaille ici à Lyon, on connaît
le bassin d'emploi, le tissu économique local. Donc oui, sur cette partie recherche d'emploi, si c'est vraiment ça votre objectif, oui, clairement. La même chose si on envisage de changer de région. Oui, je suppose que vous y soyez déjà pour le coup, mais oui, effectivement, c'est préférable d'être au plus près de l'endroit où vous allez travailler après, oui. Donc peut-être une dernière question, il nous reste 3 minutes. J'ai remarqué que l'assistance était plutôt féminine par rapport à masculine. Est-ce que ça se retrouve dans la proportion des gens qui passent le bilan de compétences? Un tiers, 2 tiers. Globalement, un tiers d'hommes, 2 tiers de femmes. Mais c'est vrai que les femmes, ces questions un peu plus statistiquement sur l'avenir professionnel que les hommes. Selon nos Je ne sais statistiques, pas si c'est une capacité à se projeter, plus dans l'anticipation, ça c'est vraiment que on a beaucoup des hommes aussi. Il y a quand même. Oui, non, c'est pas. Enfin voilà, un tiers, 2 tiers, c'est pas non plus. C'est les femmes qui gagnent. Oui, madame. Oui, j'ai une petite question, juste revenir sur le coût. Du coup, vous avez pas plus là-dessus. Pour vous, parler de votre organisme, vous pouvez me donner une fourchette. On peut vous donner les prix même précis. Donc 24 heures, ça coûte 2100 €. Après, on vous a dit qu'on a des bilans modulaires, donc 18 heures, 1575. Et il y a 10 heures, mais c'est 12 heures. C'est un dynamique, c'est-à-dire que vous avez un projet déjà défini. Mais ça, on fait peu, donc c'est quoi les coûts? Bah, du coup, c'est un peu plus de 1000 €, mais je me rappelle plus combien. Ouais, 1100 peut-être. Mais en fait, il faut calculer chez nous qu'une heure de bilan, ça coûte 87,50. Donc, c'est-à-dire, vous calculez, voilà, 12. D'autres questions? Une petite dernière? Oui. Lors du suivi du bilan, c'est toujours le même référent que... Tout à Ah fait. oui, bien sûr. Oui, bien sûr. On reste du début à la fin, consultant là du début à la fin, donc faut bien que ça matche, quoi. Oui. Comment vous choisissez En entretien. Alors, L'information. ça va être en fonction. On vous pose un certain nombre de questions quand vous appelez pour prendre rendez-vous. La question autour de la disponibilité, parce qu'on est entre collègues, on n'est pas présent sur les sites les mêmes jours. Parfois on fait du télétravail, donc voilà, on fait peut-être pas du bilan. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est par rapport à des spécialités qu'on peut avoir. Bon, alors on n'en a pas parlé, mais des personnes, par exemple, qui ont des problématiques spécifiques en lien avec un burn-out ou des choses comme ça. Certains d'entre nous, collègues, on a été formés. Donc voilà, une personne qui arrive avec une problématique de ce type-là, on sait qu'on va la proposer plutôt tel collègue. Et après, je crois que c'est globalement tout. Après, vous avez aussi la possibilité, on le fait quand même pas souvent, mais une personne qui, par exemple, aurait très très envie de faire un bilan au CIBC parce que l'organisme a été recommandé par Pierre-Paul Jacques, vraiment l'entretien d'information, ça passe pas très bien avec le consultant et la consultante. Vous pouvez aussi demander à rencontrer un autre consultant. Le consultant aurait cette possibilité-là. Alors, en fait, il faudrait pas que ce soit industrialisé, parce que sinon ça deviendrait très compliqué, on ne gagnerait pas beaucoup de sous. On est quand même sur un marché financier aussi, mais bon. En tout cas, à la marge, c'est possible. Mais en principe, ça se passe bien dès le premier. Donc, bon. Voilà. On a plusieurs antennes. On est à Lyon 3, sans souci. On est à Gerland, Lyon 7. On est à Oulin et on est à Lima, à côté de Villefranche. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et vos questions. Merci. Et je vous souhaite une bonne